proximité est une prérogative de l'État, une prérogative républicaine qui revient à l'État. Et donc, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'ici et là, il y ait des polices municipales qui en sont en plus fortement armées et qui coûtent extrêmement cher aux collectivités au détriment de d'autres politiques, notamment de politiques sociales. C'est-à-dire que vous souhaitez, vous, que les polices municipales soient à rebours de ce qui se passe en ce moment, elles sont de plus en plus armées, soient désarmées? Bah, je pense qu'une police municipale de proximité n'a pas besoin d'être armée, effectivement. Et c'est le sens de ce que nous avions dit sur le fait de Ouais, j'ai vu. refonder la police de la... Juste la petite parenthèse, les mecs, hein. J'ai vu qu'il y a un député qui s'est suicidé. J'ai vu. Wesh, Olivier Marleix, hein, on a déjà écouté ses takes en stream. Il s'est S-word. C'est une dinguerie. Genre, waouh. Je m'attendais pas à cette news, hein. En plus, les gars, j'ai lancé mon stream. La news est tombée au moment où j'ai lancé mon stream. C'est terrible. Terrible. Quel bord? Les Républicains. C'est le bord politique. Mais là, on s'en fout du bord politique, les mecs, s'il vous plaît. Il y a un mec qui s'est S-word quand même. Il est connu, hein, Olivier Marleix. Il est connu. Regardez sa tête, les mecs. Alors, les mecs les plus politiques de mon stream peuvent reconnaître son visage. Mais les mecs les moins politisés, ils vont évidemment dire « C'est qui ce mec? Je connais pas. C'est qui ce gars? C'est qui ce mec ?» Mais il est assez connu, ce gars. Il est assez connu. Pas là. Jour Kramel, tu connais pas ce gars? Alors que tu suis mes streams politiques tous les jours. Oh, t'abuses. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Il a une vraie tête de sarkozyste. Ah, on va partir dans les clashs là, c'est ça? Ah, je suis mort. La cave au grenier, lorsque vous faites une police de proximité en allant discuter avec les commerçants, en allant faire de la médiation à des endroits, en allant arrêter effectivement un flagrant délit à des moments sur des choses, eh bien d'abord il faut avoir la formation d'un policier national, et parce que vous savez qu'ils n'ont pas les mêmes formations et que du coup ça crée des inégalités de traitement entre les citoyens, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, oui, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être armés. Et vous savez que leurs missions sont de plus en plus complexes, notamment la lutte contre une criminalité plus forte, contre une délinquance plus forte, contre des trafics de drogue qui se développent dans des petites villes, dans des villes moyennes. Comment est-ce qu'ils font s'ils sont désarmés, ces policiers municipaux? Ils sont un peu seuls au monde dans ce cas-là? Bah non, puisqu'ils sont réintégrés dans la police nationale, je viens de le dire. Oui, mais néanmoins non armés, de vos voeux. Pour la police de proximité, là, je parle. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une police nationale qui n'est pas armée. Mais sur les propositions très Mais concrètes une là, qui police de sont évoquées. proximité, à quoi ça sert? À une police de proximité, ça sert, et d'ailleurs ça a existé dans notre pays, ça fonctionnait extrêmement bien, et nous regrettons qu'elle ait été démantelée. La police de proximité sert à créer du lien avec les habitants, et justement à pouvoir... par exemple, investiguer sur des choses avec des habitants qui vous disent des choses. Donc, d'être un service public. Vous savez qu'en Espagne, par exemple, le service public de la police est souvent contrôlé par les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des réunions avec les habitants. Donc, on remet le fait que ça soit un service public avec des habitants qui peuvent faire un retour sur ce qui se passe avec la police et qui recréent des liens de confiance. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est qu'il y a un lien de confiance qui est brisé avec la police. Au-delà du lien, vous parlez du lien de confiance. Là, vous parlez de... C'est ce que j'explique depuis des mois et des mois, les mecs. L'État n'a jamais réussi à restaurer ce lien de confiance entre les quartiers et la police. Bon, après, quand tu vois les bavures, quand tu vois comment les policiers ils nous insultent, ils nous traitent et tout, et on n'est pas aidé par les médias, ben putain, mon gars, ce lien, je ne sais pas si un jour il va être renoué. Hein. Alors là, je ne sais pas du tout. En vrai, jure une réunion de poucave. Bah mon gars, si par exemple il y a des mères de famille qui veulent dénoncer des trafics de drogue, bon, elle est obligée de poucave, mon gars. Hein. Elle est obligée de poucave, hein. Ça intéresse personne d'avoir du trafic de drogue en bas de son bâtiment. Hein. Ça n'intéresse personne, le chat. Ah oui. Créer des liens avec des fachos, je te jure. Non, mais c'est... En fait, l'idée de la France Insoumise avec la police de proximité, je sais pas du... En fait, faut savoir quelque chose, les amis. Je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Dès que tu vois un policier, dès que tu vois un costard bleu, ça te... T'es pas content. Voilà, t'as un mec qui habite dans les quartiers, t'as toujours été confronté à la violence policière. Si tu rajoutes en plus de ça des polices de proximité, ça va jamais réussir à renouer le lien. C'est impossible, genre c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Quand tu vois le nombre de baveurs qu'il y a eu, même après le Covid, quand il y avait l'affaire Zecler, excusez-moi, je crois que c'est Zecler son nom de famille, où le mec s'est fait tabasser gratuitement par des flics. Mais à quel moment mettre des policiers de proximité, ça va réussir à réparer le problème? Genre, je sais pas. Je sais pas. L'affaire Théo aussi de Fla. Bah ouais, mon gars.
La police de proximité d'Ofla, c'est des policiers vraiment bien. C'était des policiers vraiment bien. Oui, mais justement, les gars, si vous remettez la police de proximité, ce sera comment le recrutement? Parce que si tu vas faire... Si, par exemple, au début, si par exemple tu mets des nationaux en municipaux, je ne sais pas comment faire pour essayer de former les nouveaux avec des nationaux, etc. Ils vont essayer de tout mélanger. T'imagines s'ils ramènent l'idéologie de la police nationale dans l'idéologie de l'armée, enfin dans la police municipale. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais ça va être un fléau, mon gars. Dire que les policiers, quand ils sont recrutés, c'est du 8/20 minimum. Il n'y a aucune pédagogie, il n'y a aucun dialogue, il n'y a rien. C'est monter papier. Ah, t'as une gueule d'arabe. Qu'est-ce que t'as dans les poches? Ah, c'est quoi ce pochon? Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, t'as pas le droit d'avoir ça. Eh, file-moi ta... Vas-y, frère, y a aucun dialogue. Y a aucun dialogue, ma gueule. Qu'est-ce que tu fais avec des mecs comme ça? Non, mais avoir une nouvelle section des gardiens de la paix, c'est une bonne idée. Avoir des gens que tu côtoies au quotidien avec un rapport différent, une toute nouvelle méthodologie de sélection de formation pour avoir un contraste direct avec la police classique d'Ofla. Je ne serais pas contre. Une nouvelle méthodologie. À la limite, la méthodologie, c'est pas un gros mot de le dire. Tu peux peut-être te calquer sur des pays où ça fonctionne, où la police de proximité fonctionne, dans les pays nordiques par exemple. Tu peux t'inspirer de leur méthode, hein. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais bon, si tu mets une police de proximité qui ressemble à celle de la police nationale avec leur idéologie et leur manière de parler avec les citoyens, bah cassez-vous, on veut pas de vous, hein, vraiment. Ça m'intéresse pas, quoi. La police de proximité, ça a fonctionné à Toulouse, les gars, qui sont là dans les quartiers juste pour être présents et qu'il ne se passe rien de grave avec du contact avec les gens qui y habitent. Mais bien sûr, les gars, ça peut fonctionner. Mais ça dépend avec quelle méthode. C'est tout ce que j'ai dit, les mecs. Ça dépend avec quelle méthode. De la campagne municipale, vous pensez vraiment que c'est ce qu'une majorité d'électeurs français veulent, c'est-à-dire une police de proximité? Je pense que... Mais désarmée, vous pensez que c'est audible, ça, aujourd'hui? Je pense que oui, la majorité des citoyens... Vu les chiffres de la criminalité, de la petite délinquance? Je peux répondre ou... Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que la majorité des citoyens de ce pays veulent avoir le droit à la sûreté. Et faire croire avec des choses populistes, comme la police municipale, ou le nombre de caméras de surveillance qu'on met partout, dont personne n'a jamais réussi à prouver, prouvez-moi le contraire, qu'elles ont une efficacité, eh bien, cela ne réglera rien. Donc, si, elles font une efficacité, par exemple, lors des rodéos urbains. Oui, les policiers les réclament. Beaucoup de maires mais ça s'appelle la police de proximité. Quant au trafic de drogue dont vous parliez tout à l'heure, nous nous sommes opposés très fortement à la réforme de la police judiciaire qui a été faite par Darmanin. Et nous redisons que la première des choses qu'il faut faire, c'est s'attaquer à la tête des réseaux et notamment avoir des policiers d'investigation Mais Mathilde sur Panot, au-delà même de l'armement, pourquoi ça vous pose problème que demain les policiers municipaux puissent éventuellement fouiller les véhicules, ouvrir les coffres, dresser des amendes pour des délits? Mais parce que, je vous le dis, je ne suis pas favorable à une police municipale où dans une ville, il y aura une police municipale avec des règles, dans une autre police municipale avec des règles, et dans une troisième, il n'y aura pas de police municipale. Moi, je redis que la police est une prérogative de l'État et que donc, nous sommes pour la police nationale qui doit être renforcée par ailleurs dans ses effectifs. Et alors, très concrètement, les municipales sont dans moins un an. Est-ce que ça veut dire que dans toutes les communes où demain un maire de la France insoumise serait élu, il n'y aura plus de police municipale, ou en tout cas la police municipale ne sera soit pas armée si elle ne l'est pas, soit désarmée si elle l'est jusqu'à maintenant? Oui, ça fait partie de notre programme, et encore une fois... Ah, c'est tellement dangereux, les mecs, c'est tellement dangereux. T'imagines, je sais pas moi, t'as une ville random en France, hein, t'as une ville où il y a le candidat de la France Insoumise qui arrive au second tour, contre un mec du RN, par exemple, ou un autre parti politique, t'as en esprit... Ah, la police municipale ne sera pas armée dans ma ville. Je vais peut-être pas voter pour la France Insoumise. Hein. Ah, je vais peut-être voter pour le candidat qui va potentiellement armer la police municipale. Vous imaginez, les gars? C'est dangereux de tenir de tels discours. Moi, je le répète, sur le papier, ne pas armer la police municipale, c'est beau, c'est bien, c'est propre. Mais dans la France... Et dans les médias qui sont anti-LFI, qui vont pousser pour dire « Regardez, c'est une idée de merde. Regardez, ils veulent désarmer la police municipale. Regardez, il faut pas voter pour eux parce que sinon, il y aura une criminalité qui va exploser. » Alors que peut-être pas. Voilà, peut-être pas. Ça peut être très dangereux de tenir ces propos à la télé. Mais en quoi armer la police, c'est régler une solution? Je capte pas. Ce que je dis simplement, Echo, c'est que de tenir ce genre de discours à la télé, ça ne fait pas les affaires de la France Insoumise. C'est simplement ce que je dis. C'est simplement ce que je dis. Ouais, sur ça, je suis d'accord. Ah, ok, on s'est compris alors. Moi, je crois qu'on sous-estime l'intelligence politique de la France Insoumise. Mais les gars, là, vous allez voir, hein,
On va le faire tout... Vas-y, vous savez quoi les gars? Restez sur le stream, on va faire l'exercice tout à l'heure. Je vais écouter CNews, voilà, littéralement, ça va être simple comme exercice. Je vais écouter l'émission qui draine des millions de téléspectateurs et vous allez voir comment ils vont dresser le portrait de cette proposition. Vous allez voir, les mecs, ça va être simple. Vous allez voir comment ils vont démonter cette idée. Restez, vous allez voir. Nous, dans notre programme, voulez pas nous avons comprendre. mis sur les programmes de rupture un certain nombre de points clés. Vous voulez pas comprendre. Notamment, nous voulons mettre des référendums d'initiative Je suis citoyenne mort. à l'échelle des municipalités. Nous voulons avoir, par exemple, la cantine gratuite, alors que de plus en plus d'enfants, c'est le seul repas qu'ils vont pouvoir manger à ce moment-là. Ou encore, dire que nous ne voulons pas que l'eau, par exemple, soit en délégation de services au privé avec des multinationales comme Veolia et d'autres, et qu'elle soit gérée en Mais sur régie cette publique question de de la l'eau. police municipale, c'est-à-dire que vous dites aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Simple. Et nous nous battrons pour qu'au niveau national, il soit réintégré dans la police nationale. Par contre, ça fait avec 3 fois de qu'on lui pose police la de question. Hein. proximité. Et vous enlèverez les caméras de vidéosurveillance aussi dans les villes où vous seriez élu, où il y aurait des Écoutez, caméras? quand on arrivera et qu'il y a, vous savez, un certain nombre d'agents qui sont là de police municipale, on ne va pas les faire disparaître du jour au lendemain, ni leur enlever leur travail du jour au Mais les lendemain. caméras Donc de on se bat pour vidéosurveillance. l'intégration. Et quant aux caméras de surveillance, là aussi, il faut voir dans le cadre des contrats. Mais moi, je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout, qui n'ont, encore une fois, jamais prouvé leur utilité. Donc il y aura un plan pour enlever les caméras de vidéosurveillance dans les villes Bah, il y où a- la France Insoumise serait élue. Oui, mais Ça va lui coûter des points de zinzin là. Mais ouais, mais les mecs, mais ouais, Seven Nindo. Mais regardez, les journalistes, pardon, sur le plateau, ils mettent un pressing de malade. Ils veulent faire en sorte que l'idée soit mauvaise dans la tête des Français de ne jamais intégrer cette idée-là. Et ça va même aller aussi sur CNews. Genre les gars, je suis désolé, les questions de ces mecs-là, c'est des questions d'enculés. Alors que Mathilde Panot, elle est en train de présenter son projet. Elle t'explique que les municipaux n'ont pas besoin d'être armés. Que ça fonctionne dans certains pays aussi nordiques, même si avec la France c'est pas la même chose, mais il faut juste renouer le dialogue avec la police et les quartiers. Mais bon, ça c'est un peu plus compliqué. Mais regardez comment les journalistes le présentent. Je suis désolé, c'est une dinguerie, le pressing. Le pressing. En Angleterre, les policiers n'ont pas d'armes, ne soyez pas choqués. Bah ouais. Et pourtant, les mecs, hein, et pourtant, je me rappelle avec les émeutes et tout, on avait des municipaux qui étaient quand même pas armés et l'ordre a essayé à régner, genre. Littéralement, s'il y a un problème et que les municipaux sont démunis, bah vous appelez la police nationale en fait. Tout simplement, genre, appelez la police nationale, frère. Il y a pas plus compliqué que ça. Comment ça? Oh, les mythos, ils n'ont pas d'armes. La police, on parle de la municipale anglaise, elles ne sont pas armées à bis. Elles n'ont pas d'armes. En tout cas, moi, quand je suis allé en Angleterre, bah, ils n'avaient pas d'armes. Hein. Ils avaient, je crois, peut-être juste une matraque, mais ils n'ont pas d'armes, les policiers municipaux. Municipales, pardon. En tout cas, quand j'étais... municipaux. En tout cas, quand j'étais à Londres. Par contre, les caméras de surveillance, c'est une mauvaise idée. Ouais, les gars. Ouais, les mecs... Les caméras de surveillance, Mathilde Panot, elle aimerait les retirer dans les villes. Par contre, là, je suis un petit peu d'accord. C'est peut-être une mauvaise idée, les caméras de surveillance. J'arrive pas à être convaincu, parce qu'on me dit que c'est liberticide, etc. Je peux l'entendre, mais j'arrive pas à me... Putain, j'arrive pas à me ôter de la tête que c'est une bonne idée de retirer les caméras de surveillance. Pour moi, c'est une mauvaise idée, mais peut-être que j'ai pas assez de data. Je sais pas. Je vais écouter ce qu'elle a à dire. Merci pour le sub, Livy Doyle. Merci. Enfin, en fait, ne faites pas semblant Non, que c'est extrêmement choquant de proposer ça. Je vais vous dire, tous ceux qui ont mis de la police municipale à tout va, qui l'ont surarmée à tout va et qui ont mis des caméras de surveillance, qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça a créé? Vous faites que de dire que la situation sécuritaire est Non, mais Mathilde catastrophique. Panot, vous Donc ce savez ne sont qu'une- pas des solutions. Ce ne sont pas des solutions. Une partie de l'électorat Donc la question, populaire qui votait c'est à par gauche, exemple... une partie de l'électorat populaire qui votait à gauche est partie au Rassemblement national pour davantage précisément de mesures sur la sécurité. Ça, Bah, c'est un fait. bidon. Non, c'est pas un fait. Et pour le coup, vous pouvez lire par exemple Piketty et Cagé qui montrent que l'électorat est beaucoup plus populaire, par exemple pour Jean-Luc Mélenchon que pour Marine Le Pen. Mais bon, passons là-dessus. Mais ce que je suis en train de Piketty, dire, c'est que wow. toutes les mêmes solutions qui sont toujours
toujours de dire nous allons faire une surenchère, nous allons faire des grandes opérations place nette. Tout cela est un échec patent. Et donc la question qui est posée, c'est comment on s'y prend. Parce qu'effectivement, tout le monde a le droit à la sûreté dans notre pays. Et par exemple, dans le droit à la sûreté, il y a la question de la prévention. N'êtes-vous pas choqués que partout dans des départements, on enlève ceux qui, justement, étaient les médiateurs de rue, faisaient de la prévention pour suivre des familles à qui on enlève des moyens les uns après les autres. Ne réfléchissez-vous pas sur le fait que les associations sont en train d'être complètement asséchées financièrement et que, du coup, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas... Attendez les mecs, what the fuck? Les gars, il y a des histoires sur mon stream ou pas? Parce que là, en fait, j'ai une source ChatGPT, mais j'ai l'impression que c'est pas une source véritable. Il y a des mecs de Nice ou pas? La police municipale est très armée à Nice. Ils ont des fusils d'assaut. Attends, c'est vrai ça? Comment ça, des fusils d'assaut? Attends, c'est une blague? What the fuck? C'est une blague? Mais wesh! Christian Estrosi, le maire de Nice, affirme régulièrement que cela a permis une meilleure sécurité. Mais les chiffres montrent surtout une hausse des interpellations ou des actes d'incivilité relevés, pas forcément une baisse nette de la criminalité selon les rapports locaux de la sécurité. En fait, il n'y a pas de... La corrélation, elle est difficile à démontrer en fait, hein. Par contre, wesh, attends, c'est dinguerie. Tu croises des municipaux avec des fusils d'assaut. On est dans Call of Duty ou quoi, wesh? C'est quoi ce délire? Oh, merci pour le sub. Si on se dit, telle idée est bonne, mais je ne vais pas la défendre parce que les journalistes et l'extrême droite vont m'attaquer dessus, on finit avec le programme du PS d'Ofla. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais après, il faut que la France Insoumise garde de leur verticalité sur leur idée. Il faut qu'ils se disent que c'est une bonne idée. Il faut le prouver. Il faut le dire aux Français. Et évidemment, ne pas lâcher cette idée-là. Parce que oui, je pars du principe que oui, désarmer la municipale, c'est une bonne idée. Je reste là-dessus, moi. Bien sûr. Je suis d'accord. Donc j'espère qu'ils vont pas retourner leur veste quand même. Hein. Je l'espère. Plus les associations qui faisaient à la fois du lien social, de la prévention à des endroits. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut reconstruire pour pouvoir faire en sorte d'avoir un vrai droit à la sûreté. Cet aspect municipal, on l'a vu, est très important aussi dans la gestion de l'urgence climatique. On l'a vu cette semaine avec la canicule qui a touché la France et vous faites partie de ceux qui se sont montrés très critiques avec la gestion du gouvernement. Oui, alors... Bon, alors attendez, parenthèse, parce que là, franchement, la canicule, les mecs, ça y est. On va écouter Donald Trump surtout, là. Justement, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Vous évoquez il y a quelques instants justement la question de Donald Trump qui va recevoir cette semaine, demain, à la Maison-Blanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Espère-t-il pour annoncer un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël? Si c'est le cas, est-ce que vous direz merci et bravo Donald Trump? Non, certainement pas. Certainement pas, puisque si le génocide a cours depuis maintenant 20 mois, c'est parce que les États-Unis ont choisi. Vous savez qu'il y a toujours une contestation du terme génocide. Oh. Non, enfin, on va pas revenir là-dessus. Ah, ça y est, le journaliste, là, on est en 2025. C'est bon, laisse-nous dire génocide, le dire à chaque fois. Faut pas dire le mot génocide, t'es contesté. Ferme ta gueule. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, les instances internationales sont extrêmement claires dessus. Et ça l'a fait maintenant depuis... En 2025, frère. Plus que janvier, donc c'est-à-dire plus qu'un an et demi que la Cour pénale internationale est dit risque génocidaire, qui s'est ensuite doublé d'une famine utilisée comme arme de guerre. Vous avez vu que chaque jour, encore hier, il y a 35 Palestiniens complètement désarmés qui venaient juste chercher à manger pour leur famille sur des points de distribution qui sont celles de la fondation soutenue à la fois par Israël et par les États-Unis. Si Donald Trump annonce demain un cessez-le-feu, est-ce que vous dites merci et bravo Donald Trump? Non, je ne dis pas merci et bravo Donald Trump parce que cela fait 20 mois maintenant qu'un génocide est en cours avec une volonté de détruire entièrement le peuple palestinien. Et évidemment, je me réjouirai s'il y a un cessez-le-feu parce qu'il faut que l'horreur cesse à Gaza. Mais Donald Trump est celui qui, par exemple, demande instamment depuis plusieurs mois à ce qu'il y ait un plan de déportation des Palestiniens de Gaza en demandant à la Jordanie et à l'Égypte de les accueillir. Et Netanyahou continue aussi dans cette optique-là. Et donc, je crois que ce qu'il faut faire prévaloir aujourd'hui, c'est le droit international et notamment qu'il y ait des sanctions. D'ailleurs, il est mignon, Donald Trump, hein, mais le mec, il ne voulait pas de cessez-le-feu entre Iran et Israël. Il voulait vraiment la fin de la guerre. Donc, le mec, il a réussi à négocier ça. Mais par contre, lui, un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, mais pas la fin notifiée de la guerre. À quoi joue Donald Trump? C'est bizarre quand même. Si t'en as marre des guerres dans le monde et que tu veux tout stopper, bah mon gars, pas de cessez-le-feu en fait. Pas de cessez-le-feu, genre.
contre Netanyahou L'arrêt et contre définitif. l'extrême droite israélienne, dont je rappelle qu'on a un président de la République qui dit tout et n'importe quoi. Il a d'abord dit qu'il souhaitait reconnaître l'État de Palestine depuis maintenant plus d'1 an et il tergiverse toujours pour le faire. Et puis un président qui dit qu'il souhaite qu'il y ait une modification dans l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, l'Union européenne premier partenaire commercial d'Israël. Et cette semaine, alors que nous présentions une résolution sur cette question, eh bien ses propres députés ont voté contre le fait juste de faire respecter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Vous appelez au boycott des produits israéliens, par exemple, des entreprises israéliennes? Bien sûr, mais rendez-vous compte, il y a eu 17 trains de sanctions contre Vladimir Poutine sur l'agression et les violations du droit international depuis maintenant 3 ans en Ukraine qui doivent impérativement cesser. 17 trains de sanctions, combien y en a-t-il eu contre Netanyahou? Zéro. Devant le premier génocide filmé en direct de l'histoire de l'humanité. Savez-vous contre qui se battent l'armée génocidaire de Netanyahou? Contre des enfants. La moitié de la population de Gaza, c'est des enfants dont nous sommes en train de parler. Des enfants qui meurent de faim, des enfants qui meurent sous les bombes, des enfants qui meurent sous les débris. Et c'est insupportable pour quiconque regarde ça, parce qu'ainsi, la France n'a plus une voix qui est écoutée, car elle a une défense du droit international qui est à géométrie et à géographie variable, et je le regrette profondément. En tout cas, ça pose la question de la politique étrangère menée par Donald Trump. Oui, puisque sur le dossier iranien, les États-Unis se sont engagés avec des frappes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le monde est plus sûr maintenant que l'Iran a ses capacités nucléaires réduites à défaut d'être détruites? C'est un excellent résultat, donc violation du droit international. Derrière, que s'est-il passé? Il faut dire la suite. L'Iran a décidé de sortir de l'AIEA, donc de l'Agence sur l'énergie atomique, donc de sortir de tout moyen de surveillance qu'il pouvait y avoir. Je rappelle que c'est directement de la responsabilité de Trump, ça personne ne le dit, mais en 2018, c'est lui qui a décidé de sortir unilatéralement du traité sur la non-prolifération nucléaire que l'Iran à l'époque respectait scrupuleusement. Connu, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait, non, on le dit pas beaucoup. Donc c'est lui qui est responsable directement de ça. A essayé de le retenir à l'époque. Et derrière, vous avez eu comme vous, des le président, des frappes israéliennes sur la prison d'Evin, dans lequel se trouvent Jacques Paris et Cécile Collère, donc 2 otages français, avec 71 personnes qui sont mortes, parce qu'il n'y a pas seulement les 2 otages français, il y a aussi toute la jeunesse iranienne qui est, Je me permets de vous interrompre, 2 otages français qui ont été inculpés cette semaine oui, pour espionnage pour le compte du Mossad. Est-ce que vous jugez que la diplomatie française est à la hauteur et fait suffisamment ce qu'il faut pour les faire libérer? Écoutez, il faut impérativement les faire libérer, et je vais vous dire, le fait que la France est cotisé à la guerre préventive sur la question de l'Iran, avec des mensonges qui ont été dits, notamment que l'Iran serait au seuil d'avoir la bombe nucléaire, eh bien en faisant cela, s'il y a guerre préventive, alors il n'y a plus de droit international. Donc il faut faire respecter le droit international, et il faut que la France puisse avoir une diplomatie qui est forte pour libérer Cécile Collère et Jacques Paris. Vu le stade où nous en sommes, est-ce que vous souhaitez... Les mecs, imaginez... Je vais prendre des risques, hein. Mais les gars, imaginez là, les Cécile Collère, là, les personnes qui sont en prison pour espionnage. Imaginez, c'est vrai. Imaginez, il y a un monde où ils ont vraiment espionné pour le compte du Mossad. Ils ont travaillé pour Israël, et Israël les ont juste abandonnés à leur sort. Parce qu'ils ont été capturés par les Iraniens, emprisonnés depuis des années. Et là, ils ont été condamnés à mort la semaine dernière par le tribunal. Imagine, il y a un vrai monde. Je ne connais pas les preuves, hein. Je ne connais pas, je sais pas s'il y a des preuves irréfutables, mais imaginez, il y a un monde où ils ont vraiment espionné l'Iran pour le compte d'Israël. C'est très certainement vrai. On le saura jamais, les gars, au final, hein. C'est possible, mais c'est des Français, il faut les sauver. Bien sûr. Bien sûr. Après, on pose juste des questions, hein. Oui, on pose juste des questions, le chat, hein. Même si c'était vrai, on doit les sortir de là, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu de la diplomatie, ils ont une carte d'identité française, c'est des Français avant tout, bien sûr, les mecs, bien sûr, bien sûr. Mais après, moi, je ne sais pas comment l'Iran et la France, en termes d'extradition de prisonniers, etc., je ne sais pas comment ça se passe. Leur accord, je ne sais pas comment ça se passe. C'est pour ça qu'Israël prend des binationaux, ils peuvent les abandonner easy d'Ofla. Alors, ils sont israéliens? Cécile Collère, Wikipédia, détention, merde. On peut pas savoir leur carte d'identité, genre. Cécile Collère, elle est née à Colmar. Ils ont pas une double nationalité, les mecs, qui sont racontés. Encore une fake news, c'est ça?
la chute du régime des mollahs à ce stade? Mais moi, j'ai toujours combattu. Nous n'avons jamais soutenu le régime des ayatollahs, jamais. Moi-même, je marraine, comme présidente de groupe parlementaire et comme députée, un citoyen iranien qui est condamné à mort depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Donc, nous ne les avons jamais soutenus. Mais si vous croyez un seul instant que c'est par des bombes qu'on libère un peuple, alors là, nous ne serons jamais d'accord avec cela. Savez-vous ce qu'est la leçon de l'Irak? L'Irak où la France s'était honorée à ne pas participer en 2003. La leçon de l'Irak, c'est que justement, en faisant croire qu'il y avait des armes de destruction massive, dont tout le monde sait qu'elles n'ont jamais existé, mais en plus de cela, en disant qu'il fallait changer le régime de Saddam Hussein, qui était effectivement tyrannique, eh bien le résultat, c'est 1 million de morts. C'est l'Irak qui est toujours aujourd'hui déstabilisé 20 ans après, et c'est la naissance de Daesh qui est née de cette déstabilisation. Donc maintenant, ça suffit d'agir comme cela en disant que n'importe quel pays a le droit de bombarder un autre pays. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ouais, George Bush qui a engendré Daesh et maintenant il fait de la peinture, ce gros bâtard. J'ai vu qu'il fait de la peinture, George W. Bush, le fils en tout cas, le fils. Ça raconte n'importe quoi dans le chat, c'est impressionnant. Qu'est-ce que t'as vu comme take abominable? Dis-moi. Monsieur David, qu'est-ce que tu as vu comme take abominable? On veut savoir, partage-nous ce que t'as vu. Partage-nous. Allez, Poucave, on va vérifier. Non, moi je veux savoir. Peut-être qu'il y a eu vraiment une glissade, j'en sais rien. Mais moi je veux savoir. Lui Dofla. Ah, qu'est-ce qu'il a dit lui? La réalité d'Ofla, c'est que des touristes français en Iran ne seraient jamais fait arrêter et condamnés à une peine de mort. Bah ouais, j'avoue, quand tu te... Bah, je sais pas, quand tu vas dans un pays comme ça et que tu te fais condamner à une peine de mort, franchement, la peine de mort, faut la trouver, les gars. Faut vraiment avoir fait une dinguerie pour être condamné à mort. Hein. Moi, je me rappelle, il y avait un gars, je crois que c'était en Thaïlande. Je ne sais plus c'est dans quel pays, mais... Les gars, je pense que la ref, vous allez la voir. On avait un gars qui travaillait dans des machines de pharmacie et on avait appris qu'il faisait du trafic de drogue à grande échelle. Je sais plus si c'était air cocaïne. Je crois que c'était en Indonésie, les mecs. C'était en Indonésie. Au final, le mec, il a été condamné à mort, mais je crois qu'il a été libéré. Je crois qu'il a été libéré, là. Oui, oui, il fait bon vivre en Iran, c'est bien connu. Non, mais les gars, vous imaginez, c'est comme si moi, je partais en Iran... Je suis juste un putain de touriste. Je me fais arrêter et j'apprends que je suis condamné à mort. Mais wesh. Serge Atlaoui. Ah voilà, c'est lui. Merci Taïga, c'est lui. On parle de lui, on parle de lui. Les gars, je sais pas. Hein. Vous imaginez? Je voyage en Iran. Je me fais arrêter. Je me fais condamner à mort. C'est une dinguerie quand même. Ah non. Ah non, ah non. Faut des preuves solides quand même. L'Iran a probablement kidnappé un jeune français il y a 2 jours de fleurs. Ah ouais? Il y a eu un truc de kidnapping? Ah merde. Après les gars, je vais pas donner du gaz à l'Iran non plus, hein. Je dis simplement que si les preuves comme quoi c'était des espions pour le compte du Mossad s'est avéré vrai... Bizarre. Bizarre, bizarre. Après c'est toujours mieux de se faire juger en France que de se faire juger par des Iraniens, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Et il faut revenir aux règles à la fois de l'ONU et aux règles du droit international. Et c'est comme ça que la France aura une voix écoutée dans le monde. Cette question du Proche et Moyen-Orient est très présente dans le débat politique français. Le CRIF a pris pour cible la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon lors de son dîner annuel cette semaine. Le président du CRIF dit « Notre priorité politique doit être de rendre, je cite, résiduelle l'influence politique de la France Insoumise ». Quand il évoque tour à tour certains de vos parlementaires, alors européennes par exemple Rima Hassan ou français Thomas Porte, David Guiraud, Aymeric Caron, le président du CRIF considère, je cite, qu'ils sont de faux amis des Palestiniens et de vrais ennemis de la République. Vous êtes des vrais ennemis de la République ? Moi, je regrette la violence des propos du président du CRIF qui a dit, par exemple, que ceux qui combattaient le génocide qui est actuellement cours en Palestine souhaitaient ce génocide par antisémitisme. Et je vais écouter son discours au CRIF, les mecs. On va écouter le discours de ce mec-là, tout à l'heure, juste après cette vidéo. Et on va écouter celui de Sophia Aram. Sophia Aram ou Sophia Aram, je sais plus exactement, la comique qui n'est pas drôle. Je regrette d'autant plus, non pas ce qu'il n'a pas dit J'étais au dîner du CRIF en plus, les mecs. Hein. J'étais au dîner du CRIF. Mais ce qu'il n'a pas dit depuis 20 mois, c'est-à-dire je sais des choses. Aucun mot pour les crimes de masse contre les Palestiniens, aucun mot sur la famine utilisée comme arme de guerre, aucun mot sur les violations du droit international. Et je vais vous dire, moi je le regrette d'autant plus que nous ne serons
mais alors jamais d'accord pour qu'on assimile nos concitoyens juifs dans ce pays avec la politique d'extrême droite génocidaire de Netanyahou. Je ne suis pas d'accord parce que c'est cela qui les met en danger. Et là, on voit l'objectif politique qui est celui du président du CRIF, c'est-à-dire d'aligner, de s'aligner sur le discours qui est tenu de Netanyahou. Pourquoi dit-il cela ? Il faut lui demander pourquoi il veut faire le porte-parole de Netanyahou. Je crois que justement, il aurait d'autres choses à dire, et notamment peut-être que le président du CRIF aurait pu parler. À chaque fois, Dofla, il dit qu'il était au dîner du CRIF, je ne sais pas s'il troll. Mais les gars, c'est pas bien d'aller au dîner du CRIF. On a mangé israélien. C'était pas fou. C'était pas le dîner du siècle. C'était pas le dîner du siècle, hein, vraiment. De Caroline Parmentier, qui est députée du Rassemblement national, qui parle de lobby juif dans ses articles. Ou alors il aurait pu parler de Marine Le Pen, dont le plus grand regret de sa vie, a-t-elle dit récemment encore, est d'avoir exclu son père du Rassemblement national, à l'époque Front National, alors que c'est justement celui qui a été condamné à de multiples reprises, notamment pour négation de crimes contre l'humanité et du génocide. C'est vrai ce que tu dis, ça a été dit sur Twitter, ça. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Genre, quand le CRIF a parlé, c'était Jonathan Arfi, donc le directeur, enfin le big boss du CRIF, qui a parlé au nom de tout le monde. Mais c'est vrai que la parole n'a même pas été donnée à des associations qui étaient plus modérées. Des juifs plus modérés dans leur discours, en tout cas, hein, pour prôner la paix entre Israël et la Palestine. Et ils ont même pas parlé. Il n'y a que des mecs pro-Israël qui ont ouvert la bouche, les mecs. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de notre France ? De l'état de la France. Il n'y a pas eu un mec modéré qui a pris le micro, qui a été présenté par monsieur Arfi pour discuter. Même les ultra-orthodoxes sont pro-palestiniens. Donc, et c'est là où c'est dangereux, les mecs. Là, ce que fait monsieur Arfi est très dangereux. Pourquoi ? Parce que en invisibilisant la parole des juifs modérés en France dans le discours pour prôner la paix, etc., ça sous-entend que tous les juifs de France sont pro-israéliens. Cette association doit être dissoute, exactement. Je suis d'accord. C'est exact. C'est exact, les mecs. Le gars a invisibilisé des discours nuancés, genre. Vous vous rendez compte ? Et c'est pas Sophia Aram qu'on va écouter tout à l'heure qui va nuancer le discours, hein. C'est n'importe quoi, genre. Non, mais ils ont demandé l'avis de Julien Audoul, vous inquiétez pas. Vraiment, je trouve ça tellement dangereux. Je trouve ça tellement dangereux ce qu'ils font en France en ce moment, à travers le lobbying. Après, me dites même pas que ça n'existe pas, hein, mais le lobbying pro-Israël, il est directement sous nos yeux quand tu écoutes les vidéos du CRIF. Genre, excusez-moi, hein, c'est la vérité, c'est sous nos yeux. Il y a une date, il y a l'heure, il y a le jour. Enfin, c'est là, quoi. Arrête, le discours de Sophia Aram, il était modéré. Non, franchement, ça fait peur. Honnêtement, ça fait très peur ce qui se passe. Après, on nous parle des frères musulmans, on nous parle de l'entrisme, etc. Mais les gars, rien qu'en politique, la neutralité de l'État n'existe même pas quand ils ont accueilli comment on appelle ça ? Putain, je sais même plus comment on appelle ça dans la religion, Ah, je sais plus comment on appelle ça, mais ils ont fait un truc là, à l'Élysée, les mecs. Oui, les rabbins, mais pas que les rabbins, mais comment on appelle le bail ? Oui, c'était rabbin que je cherchais comme mot. Ils ont... Hanouka ? Ouais, je crois que c'est Hanouka. Ils ont fait Hanouka à l'Élysée, genre. C'est n'importe quoi, frère. Genre, qu'est-ce qui se passe ? Et on nous parle matin, midi, soir des frères musulmans. Pitié, genre. Pitié. Twitch gauchiste a attrapé la veste de Zach Nani d'Ofla. Ouais, j'ai vu. Je lui en ai parlé sur son stream d'ailleurs. Et Zach Nani a réitéré ses propos, il assume. Et c'est pour ça que j'aime trop ce mec. J'aime trop ce mec. Zach Nani qui assume sa position, j'aime bien. Les frères Kippa, c'est quand ils veulent, hein, ils enquêtent sur les frères Kippa, les mecs, hein, c'est quand ils veulent. Détail de l'histoire qui concerne la France en matière de politique internationale, Amandine. Avec l'Algérie, puisqu'on a appris cette semaine que la peine de l'écrivain Boualem Sansal, qui est emprisonné en Algérie, ça recommence. a été confirmée, 5 ans de prison, et le président algérien Tebboune a refusé une grâce. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous qualifieriez ce régime algérien autoritaire à minima ? Est-ce que c'est une dictature même ?
Oh, Je putain. pense qu'il y a, oui, il y a un autoritarisme et nous ne cessons de demander à la fois la libération de Boualem Sansal. Je parle aussi de Christophe Glaise, Bien sûr. qui cette semaine a écopé de 7 ans de prison pour avoir juste fait son métier, Tout à c'est-à-dire fait. son métier de journaliste. journalisme pour apologie du terrorisme. Et donc nous demandons la libération à la fois de Boualem Sansal, de Christophe Glaise, et j'ose espérer que peut-être Attention LFI, attention, attention, il y a des Algériens qui vous regardent. Attention. le jour de la fête nationale, il n'y ait pas eu de grâce présidentielle, mais j'espère encore qu'il y ait une possibilité de sortir un homme qui par ailleurs est malade de prison pour délit d'opinion. Régime autoritaire, vous répondez à Amandine. Dictature, oui ou non? Non, mais en fait, arrêtez Oula. le forçage. Je vais vous dire pourquoi. Le Nous forcing. avons un Ce n'est pas une ministre de dictature. Non, l'Intérieur. mais juste pour vous. Non, ce n'est pas une. Est-ce que quelqu'un a la rêve de Zach Nani? Ah putain, vous voulez que je fasse une parenthèse, Zach Nani? C'était là, les mecs. En fait, il avait tenu des propos sur Caroline Yadan, genre sioniste, il imaginait une commission d'enquête. En gros, Caroline Yadan a été nommée vice-présidente de la commission sur les réseaux islamistes et leur soutien politique, notamment avec la France Insoumise. C'est supposé. Caroline Yadan, successeur de Meir Habib, vice-présidente d'une commission qui a pour but d'éteindre la France Insoumise. Est-ce que vous vous rendez compte, le chat? Est-ce que vous vous rendez compte? God damn! Ah, c'est noir, les mecs, hein. Ah, c'est noir de ouf, hein. C'est noir de ouf. C'est noir de fou malade, genre. Le caca successeur au pipi. C'est pas mal, j'aime bien la blague, je valide. Caca qui succède à pipi. Une dictature. Nous avons un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui souffre d'une algérophobie aiguë et qui ne J'applaudis. cesse de vouloir monter en tension avec l'Algérie. Nous, je le dis, nous ne serons jamais d'accord avec cela. Nous avons beaucoup en commun avec les peuples du côté de l'autre côté de la Méditerranée, et notamment Par la du côté négociation avec l'Algérie la- qu'on avance aujourd'hui. L'Algérie qui avec le refuse peuple algérien. de reprendre ses ressortissants Bah oui. algériens Oui, présents en France. oui, Vous je pense que croyez c'est encore par à la négociation. Vous trouvez que la méthode Retailleau a bien fonctionné? Mais Bah, je- et vous pensez que la négociation a mieux fonctionné avant? Je pense que la négociation C'est-à-dire que fonctionne ce mieux. sont Oui. des échecs quoi qu'il en soit. Non, ce ne sont pas des échecs quoi qu'il en soit. Vous savez, on peut respecter nos autres partenaires. On peut sortir d'une forme de néocolonialisme qui existe toujours en France et qui est absolument insupportable. On le voit avec la Nouvelle-Calédonie, on le voit aussi avec d'autres territoires dits d'outre-mer, et on le voit avec les relations avec les pays d'Afrique du Nord. Mathilde, Donc nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous ne Panot, serons jamais d'accord est-ce avec que justement, cela. est-ce que c'est de la diplomatie que l'un de vos députés est allé faire Oui. cette semaine en Algérie? Votre collègue Sébastien Oula. Delogu, donc député des Bouches Aïe, aïe, les problèmes. Oulala. du Rhône et probable Oulala. candidat de LFI à Marseille. Oh putain, Delogu va LFI se faire a fait un cuisiner. communiqué là-dessus, mais Sébastien Delogu a été interviewé par la télévision d'État algérienne, où il n'a fait aucune mention, contrairement à vous, de Christophe Glaise, de M. Boualem Sansal, mais a expliqué que il avait été bien accueilli, que en gros tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Est-ce que vous réitérez que ce n'est pas votre ligne, qu'il y est allé de lui-même sans vous en tenir informé? Oui, mais d'ailleurs, Sébastien Delogu l'a dit lui-même dans un communiqué. Il y était pour des raisons personnelles, notamment pour se rendre sur la tombe de son Il se fait grand-père. interviewer par la télévision d'État. Oui, algérienne alors, pendant oui, 50 mais minutes. c'est pour ça que nous avons réaffirmé quelles étaient les positions de la France insoumise, et que donc ce voyage était un voyage personnel et non pas un voyage où il s'exprimait au nom à la fois du groupe parlementaire et du mouvement insoumis. Mathilde Panot, le président de la République Emmanuel Macron, Est-ce que tu penses que l'affaire de l'entrisme catholiciste va être médiatisée? Je vois de quoi tu parles, mon gars. J'ai vu un article, alors je crois que c'est l'Humanité, ou c'est Le Monde, peu importe, mais à ce qui paraît, il y a de l'entrisme catholiciste en France en ce moment, sous l'impulsion de Bruno Retailleau. Bizarre! Bizarre. Bruno Retailleau qui met en avant des intégristes religieux catholiques. Bizarre. Franchement, les gars, ça commence à faire peur, hein. Faut que je lise l'article, les mecs. J'aimerais bien le retrouver, l'article. Je vais vous chercher ça. Enfin, je sais pas si Muki, tu l'as sous les yeux, mais j'ai vu ça ce matin. Ce matin. Attendez, je vais chercher. s'est rendu hier, invité un peu surprise, au meeting des 10 ans des jeunes avec Macron. Il a fait passer quelques messages extrêmement clairs. Il dit notamment, je cite, « J'ai aussi besoin de vous dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les... » Ah, j'ai trouvé l'article, c'est bon, j'ai trouvé. Catho intégriste et école privée, le véritable entrisme. Le rôle de l'Église catholique dans la perpétuation de violences des mineurs est sans cesse écarté. Il y a un truc qui a été publié avec... là, c'est quoi? C'est Politis.
Mais il y a eu d'autres articles qui ont émergé sur l'entrisme de Cato Réac. Après, les gars, rien que Périclès, il y a un mec qui l'a dit sur le chat, rien que Périclès, avec Stérin et Bolloré ailleurs, oh, c'est déjà de l'entrisme en quelque sorte, les mecs. Hein. Et ça n'a jamais fait de bruit. Modo please. Pourquoi modo please? Ça n'a jamais fait de bruit, les mecs. T'as des milliardaires qui assument faire de l'entrisme et ça ne pose pas de problème. Non, parce que l'entrisme des frères musulmans, les mecs, ça passe aussi par les frères musulmans qui sponsorisent des influenceurs. Hein. Mais pour l'instant, on les a jamais trouvés, ces sources. On les a jamais retrouvées. Par contre, Stérin, qui sponsorise à travers Périclès les collectifs Némésis, les Alice Cordier et je ne sais pas quoi, ça, les documents existent. Les documents existent, genre. Mais bon, pour eux, c'est pas considéré comme de l'entrisme catho, genre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah. T'as vu ça, Dofla? J'espère que c'est pas un article que j'ai déjà vu. Hein. Entrisme, blablabla. Frérot, on vient de parler de l'entrisme. Mais putain, tu nous casses les couilles. On vient juste de parler de l'entrisme catho. Le mec, il me partage un article que j'ai déjà lu et que je viens de lire. C'est une dinguerie quand même. Putain. 10 ans qui viennent. Comment vous comprenez cette phrase? Emmanuel Macron prépare déjà son retour dans une candidature à la présidentielle de 2032 plus tard? Je pense qu'Emmanuel Macron essaye de mettre notre pays dans la fin du projet démocratique. Il n'a déjà pas respecté le résultat des urnes en juin et en juillet dernier. Et là, il explique qu'il n'a toujours pas compris que sa politique a été battue 3 fois dans les urnes, qu'il restera dans l'histoire non seulement comme le président le plus autoritaire de la Ve République, mais en plus de ça, comme celui qui a ramené la France à l'état d'un pays qui a faim dans la 7e puissance économique au monde, avec un Français sur 3 qui se prive régulièrement de repas pour nourrir ses enfants. En quoi ce serait antidémocratique? Emmanuel Macron a parfaitement le droit, s'il le souhaite, de se représenter en 2032. Ah, il a tout à fait le droit, mais je pense... Putain, Macron en 2032, les mecs. Et le pire, les gars, hein, je vous dis, le pire, c'est que si Macron se présente en 2032, il y a des chances. Hein. Pourquoi? Parce qu'entre 2027 et 2032, si la France se porte très mal avec son candidat, enfin avec son président, peut-être Marine Le Pen ou Bardella ou je ne sais pas qui, Macron peut en tirer un bénéfice en parlant du bilan catastrophique du président, et il peut en tirer un bénéfice, vraiment. C'est tellement le scénario, mais mec, c'est littéralement ça. Hein. On est pile dans ça. Mais tout dépendra du bilan entre 2027 et 2032. Voilà, tout dépendra de ça. T'auras quel âge, Dofla? En 2032, j'aurai quel âge? Attends. J'avoue qu'en 2032, j'aurai quel âge? 93 moins 2030... Ah merde. 93 moins 2032. J'aurai 39 piges! J'aurai 39 ans, les gars! Wesh! Hey, yo! Hey, je serai vieux, sa mère! Ah ouais! Zerator, il aura déjà 60 ans! Goutaga, il aura déjà 42 ans, frère! Ah ouais! Putain! Sérieux, il a posé sa calculatrice. Je suis nul en maths, les mecs, hein. Franchement, faire 93 moins 2032, fou là 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 là. On va voir le serveur d'Einstein, je te le dis, hein. Je pense qu'il ne comprend pas à quel point il est détesté dans le pays. Il ne comprend pas que la jeunesse de ce pays est massivement antiraciste, massivement anticapitaliste, a soif de justice sociale, est massivement féministe et est consciente des enjeux écologiques. Et que c'est pour cela qu'elle a voté pour la moitié pour le nouveau Front populaire en juin et en juillet dernier. Donc il pourra faire bien ce qu'il lui souhaite, mais juste Emmanuel Macron est aujourd'hui un président qui appartient au passé et dont nous avons hâte de tourner la page, ainsi que de battre l'extrême droite, puisqu'il est historiquement responsable de cette montée de l'extrême droite. En parlant de page, il y en a une autre qui se tourne ce mardi, c'est l'impossibilité pour Emmanuel Macron de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Il l'a fait en 2024. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que la France insoumise souhaite que le président de la République dissolve à nouveau l'Assemblée nationale et déclenche à nouveau des législatives anticipées? Nous n'avons pas peur du retour devant le peuple. Ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national, qui cette semaine encore a refusé de voter la censure pour la 8e fois. Sébastien Chenu déclare dans le JDD aujourd'hui que le Rassemblement souhaite une dissolution, une nouvelle dissolution. C'est donc pour ça qu'ils n'ont pas voté la censure pour 8 fois, qu'ils ont refusé de leur fait qu'on puisse discuter de la destitution du président de la République en hémicycle, qu'ils sont responsables du pire budget austéritaire. Mais vous, est-ce que vous appelez à une dissolution, oui ou non? Mais oui, nous sommes d'accord avec le fait qu'on retourne devant le peuple. Et d'ailleurs, je le dis à tout le monde et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, inscrivez-vous sur les listes électorales, vérifiez que vous êtes bien inscrits sur les listes électorales, car il y a aujourd'hui 10 millions de nos concitoyens qui sont
non inscrits ou Putain, mal 10 inscrits millions, alors c'est qu'ils ont le droit de énorme. vote. Et donc faites-le parce que ça sera utile à un moment donné et dans les prochaines échéances qui arrivent. Le RN donne rendez-vous à l'automne au moment du budget. Effectivement, François Bayrou doit dévoiler ses pistes le 15 juillet. Concrètement, qu'est-ce que vous en attendez de ce rendez-vous? Bah d'abord, moi j'aimerais que l'Assemblée nationale puisse continuer de siéger pour qu'on puisse juste pouvoir discuter des pistes qui vont être annoncées. Donc Ça, vous c'est la demandez la première chose. prolongation de la session Bien extraordinaire? sûr, d'ailleurs j'ai dit des propositions de loi qu'on pourrait mettre dedans. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, cette semaine sont tombés les masques, puisque l'ensemble bon, de je la les gauche balle, de les mecs, je l'hémicycle les a balle, je voté les la balle. censure du gouvernement Bayrou-Retailleau. Les seuls qui aujourd'hui permettent de maintenir la politique de malheur de Macron, c'est le Rassemblement national et l'extrême droite qui ont donc refusé de voter cette censure. Sauf que, juste Ensuite, Mathilde sur le Panot, budget, eux, ça les a jamais gênés de voter vos motions de censure. Parfois, c'est déjà arrivé. S'ils déposent, eux, une motion de censure à l'automne, est-ce que vous voteriez une motion de censure mais vous déposée savez, par le RN? si vous avez raté quelque chose, je crois, Monsieur Darry. Allez-y. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Oui, Et donc, lorsque nous sommes plus nombreux pas qu'eux, LFI, la le nouveau motion, Front populaire. oui, mais la motion qui est examinée en premier, c'est toujours la nôtre. Et donc, leurs motions de censure sont généralement absolument inutiles. Donc, la question ne se pose jamais. Pas par principe. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est eux qui permettent aujourd'hui à Emmanuel Macron et à François Bayrou de continuer encore leur politique de malheur pendant plus de 2 mois. Mais ensuite, sur les annonces qui vont être faites le 15 juillet, on nous parle d'une année blanche. Année blanche, c'est-à-dire que pour pendant un an, on ne revalorise pas les prestations sociales, on ne revalorise pas, par exemple, les retraites à hauteur de l'inflation. Bah, par exemple, je vous donne des exemples pour que tout le monde comprenne. Si on fait une année blanche, par exemple, pour ceux qui reçoivent les APL, ça veut dire moins 70 € par an pour ceux qui reçoivent les APL. Ça veut dire moins 120 € par an pour ceux qui touchent le RSA, ou par exemple, pour ceux qui sont à l'allocation adulte handicapé, c'est moins 180 € par an. Je vais vous dire, si cette année blanche se fait, ou si on continue la politique austéritaire, alors on va tuer l'économie française. Parce que le moteur de l'économie française, c'est la consommation populaire. Et c'est notamment ce que dit l'OFCE, c'est que ça fait peser un risque de récession sur l'économie française. Et donc, il faut aller chercher l'argent là où il est, dans la poche des plus riches. Et nous avons démontré l'hiver dernier que nous pouvions le faire en récupérant facilement, même très facilement, les 40 milliards d'euros d'économies qu'ils cherchent. Alors, on a vu que la D'ailleurs, j'ai vu que le remboursement de la dette, le taux d'intérêt, les gars, est plus élevé que celui de l'Italie maintenant. Genre, l'économie italienne se porte mieux qu'en France. Du coup, les taux d'intérêt français sont beaucoup plus élevés. Ça fait mal quand même, hein. Ça fait mal. On sera mis sous tutelle. Il y a un truc qui va puer les mecs. Voilà, je le dis. Si on se met pas d'accord sur le budget au mois d'octobre, au mois de novembre, il y aura une censure du gouvernement, ça tombe, c'est le bordel, etc. Il y a moyen qu'il se passe un truc de fou en France. Voilà, je le dis. Il y aura un truc qui va se passer, ça va vraiment puer la merde. Voilà. Attends, mais comment ça, panneau NFP, c'est pas une traître? Non, elle t'a pas compris, Kramel. En gros, elle parlait des motions de censure. La motion de censure qui passe toujours en premier, enfin en première, pardon, c'est celle où il y a le plus grand rassemblement de députés. Et là, comme c'est un socle NFP où il y a le... Voilà, ils sont majoritaires par rapport au RN, ce sera toujours cette motion de censure-là qui va passer avant le RN, tout simplement. Voilà. Quel truc, on est la France, pas la Grèce. Attends, mais il faut que je retrouve l'article. Taux d'intérêt... Si je tape taux d'intérêt France-Italie, il y a eu un article qui est tombé, là. Oui, voilà. L'Italie paie sa dette moins cher que la France. Une claque. Une claque pour Macron. Aïe, ça pique. Les gars, ça pue sa mère. Il y a un truc qui pue en France. Je suis pas vraiment content, mais il y a un truc qui pue. La politique de l'offre, la théorie du ruissellement, je ne sais pas quoi, tout ce que Macron, il avait souhaité quand il était président en 2017 et il continue encore avec sa même stratégie en 2022, ça marche pas. Et il veut pas comprendre. Il veut pas comprendre. Il est sur la même ligne, genre. Il ne bouge pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La France emprunte à des taux plus élevés que l'Italie. Une première depuis 20 ans. God damn! Le Mozart des finances. Non, c'est trop une dinguerie, les mecs. C'est fini. Il y a un truc qui va puer en France. Ah. C'est temporaire à cause de l'instabilité politique. Mais frérot, l'instabilité politique, c'est Macron qui l'a créé, hein. Enfin, le mec qui a divisé la France de par ses décisions, c'est uniquement de son ressort, hein. Il peut très bien démissionner, il peut très bien dissoudre à nouveau pour essayer de redessiner un petit peu la carte de l'Assemblée nationale. L'instabilité politique, c'est Emmanuel Macron, rien que lui, les gars. Eh ben oui, hein. Eh ben oui, eh ben oui.
Gauche, effectivement, s'était réunie pour voter une motion de censure cette semaine, mais dans la perspective de la présidentielle, c'est pas encore le cas. Non, parce que vous êtes extrêmement divisé aujourd'hui à gauche. On comprend que Raphaël Glucksmann va se lancer de son côté, Jean-Luc Mélenchon certainement, décision probablement après l'été. La gauche anti-LFI est en train d'essayer d'organiser une primaire. Comment est-ce que vous allez, avec tout ça, réussir à vous qualifier qui que ce soit pour le second tour de l'élection présidentielle? Est-ce que finalement, celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est Raphaël Glucksmann, in fine? Eh bien, d'abord, première chose, nous continuerons à porter une constance autour de l'Union populaire, autour d'un programme de rupture, et je le dis comme quelque chose qui est très important, parce que c'est ça qui permet non seulement de tourner la page de la Macronie, mais aussi de battre l'extrême droite. Et peut-être avez-vous vu, mais le groupe parlementaire que je préside est celui qui est le premier opposant à Macron, le premier opposant au RN, alors que la Macronie et le Rassemblement national votent ensemble à 76%, dans 76% des votes, et le plus cohérent politiquement. Donc nous continuerons autour de cette ligne-là, et je veux dire, ceux qui vous expliquent qu'il faut absolument une primaire, où on se parlerait entre soi, alors que l'urgence est de parler au pays, font une erreur politique majeure. Là, on parle de Marine Tondelier, de Clémentine Autain, de François Ruffin. Exactement. François Ruffin et Clémentine Autain qui étaient à la... Font une erreur politique majeure. Pourquoi ? Parce que l'urgence, c'est de parler justement à l'ensemble du pays. Et surtout, l'épisode de la résignation, on nous l'a déjà fait. En 2022, rappelez-vous, des gens main sur le cœur qui nous disaient que si il y avait la possibilité d'avoir un candidat au second tour, alors ils retiraient leur candidature. Le résultat, c'est qu'à 420 000 voix, nous avons raté le second tour avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et que donc il est tout à fait possible, lorsque les gens retournent massivement aux urnes, de pouvoir gagner. C'est d'ailleurs ce qu'on a regardé. 420 000 voix, les mecs. 420 000 voix, les gars, c'est tellement rien. En quoi ce serait mauvais de faire une primaire globale de la gauche selon toi, Dauphin? Bah, moi, je trouve que c'est une mauvaise idée dans le sens où il y a énormément de nuances à gauche. Ils ne sont pas tous d'accord sur les mêmes sujets. On le voit à travers les idées de Glucksmann. Tu as des pro-européens, tu as des Européens modérés, tu as des anti-européens, tu as des anticapitalistes, tu as des sociodémocrates, tu as plein de branches à gauche qui font qu'il n'y aura pas de possibilité de primaire. Parce que même si tu perds la primaire, tu es quand même convaincu que tes idées doivent être médiatisées au maximum. Donc tu vas faire ta candidature à part, tout simplement. Oui, divise les votes, les mecs, mais c'est comme ça. Mais le problème, les gars, je vous dis la vérité, hein, c'est la même chose à droite. Hein. C'est littéralement la même chose à droite. Vous savez très bien qu'à droite, il y a plusieurs nuances à droite, dans l'idéologie en tout cas. Et puis c'est tout. Genre, vous savez très bien que Zemmour et Marine Le Pen, tu donnes les deux noms à des droitards qui connaissent bien la politique, ils vont te dire, frérot, c'est le jour et la nuit, Zemmour et Marine Le Pen. Hein. C'est le jour et la nuit, genre. Marine Le Pen, elle n'est pas assez énervée sur l'immigration. Hein. Zemmour, c'est le GOAT. Ils vont te dire ça. Hein. Et pareil chez Édouard Philippe, qui pour moi n'est pas un centriste, mais un droitard, bah tu mets Édouard Philippe et Marine Le Pen, c'est pas la même chose non plus. Hein. Tu n'auras jamais... Même l'union de la gauche, même l'union de la droite, tout le monde souhaite l'union de la droite. Tout le monde souhaite ça. Mais c'est une vaste blague, les mecs. C'est une vaste blague. C'est vraiment une vaste blague. Vous le savez mieux que moi, le chat. Non, à droite, ils savent se mettre tous derrière un candidat après. Alors, je veux bien voir Marine Tondelier appeler à voter Mélenchon face à un macroniste. Bah, en vrai, Eddy, on verra en 2027. Moi, je sais très bien qu'en 2027, si on a RN versus Mélenchon, bah, t'auras des candidats à gauche qui vont dire, les gars, allez voter Mélenchon. Et Marine Tondelier ne va jamais dire, allez voter Marine Le Pen. Ou elle va jamais dire, abstenez-vous. Moi, je pense pas beaucoup. Mais quoi ? Tu penses que Marine Tondelier ne va pas donner une consigne de vote? Mais toi, t'es un ouf. Mais jamais de la vie, ils vont dire votez blanc. Mais jamais de la vie. Le PS, à la limite, hein. À la limite, le PS va pas donner de consigne de vote. Mais les écologistes, non. Eddy, je pense pas. Même chez le Parti communiste, ils vont donner la consigne de vote d'aller voter Mélenchon. Hein. Même si ça ferait très chier à Roussel, je pense que Roussel va dire, les gars, faites pas de bêtises, allez voter Mélenchon. Ouais, quand même, Eddy. Quand même. Même Olivier Faure, exactement, je suis d'accord avec toi. Même Olivier Faure serait capable de dire, allez voter Mélenchon. Il n'y a que Glucksmann qui va rien dire.
Ces haters ne pensent qu'au buzz, ils veulent pas trop être du bon côté de l'histoire d'Ofla. Ah, Eddie, on n'est pas d'accord. C'est pas grave si on n'est pas d'accord, mais ça m'étonnerait que Tondelier, elle tose Mélenchon. Ça m'étonnerait. Elle a toujours tendu la main à Mélenchon, Marine Tondelier. Hein. Toujours. Putain, j'ai vu un truc. Est-ce que Dofla, tu penses que le RN a vraiment ses chances? Bah, les mecs, je vous dis la vérité, le RN est parti pour gouverner ce pays, hein. Désolé, hein. Le RN est parti pour gouverner ce pays. Et vraiment, ne pas le voir serait littéralement être aveugle. Genre vraiment, faut pas être aveugle, les mecs, hein. On sait pas ce qui va se passer dans 2 ans parce que vous savez que la politique, c'est quelque chose de très imprévisible. Mais si on maintient la même cadence médiatique entre citoyens français, avec Twitter qui n'est plus modéré, avec les idées nauséabondes qu'on a dans les médias, si on garde le même cap, bah les mecs, oui, l'extrême droite va gouverner ce pays, genre, vraiment. Faut voir comment ça évolue, oui, exactement. Faut voir comment ça évolue. Mais la trajectoire n'est vraiment pas bonne. Je vous le répète, la trajectoire n'est pas bonne. On verra. On verra. Parce que quand tu vois que l'Union européenne, les pays membres de l'Union européenne sont sous l'impulsion avec, je crois qu'en Pologne, c'est un candidat d'extrême droite, dans le nord de l'Union européenne, pareil, en Allemagne, t'as l'AfD, même si l'AfD n'a pas gagné, c'est quand même un bon droitard qui est à la tête du pays, en Italie, t'as Giorgia Meloni, enfin, tu vois quand même qu'à un moment donné, on va y passer, les mecs. On va finir par y passer. Bardella président en 2027. Ah, les mecs, ça, par contre, si la France... Alors, il a quel âge, Bardella? Attends. Si la France est capable... Il aura 31 ans. Si la France est capable de mettre un mec de 31 ans à la plus haute fonction de la République, putain, la France est vraiment perdue, les mecs. Hein. La France est vraiment perdue. Parce qu'on parle d'un mec de 31 ans à la tête de la 7e puissance mondiale. Pas de diplôme. Bon, après, les diplômes, on s'en fout, wesh. Pas d'expérience politique incroyable. Waouh. Et un énorme abruti aussi. Ça, c'est gratuit, wesh. C'est totalement gratuit, hein. Ah, je suis mort. Salut, Trump, c'est l'équivalent de quel groupe en France? En vrai, si on compare le parti de Trump, en tout cas ses idées, et celui de la France, Trump, c'est un Zemmour, hein. Trump, c'est pour ça que Zemmour, il soutient un peu ce que fait Trump, mais Trump, c'est du reconquête. Ben voilà, le chat le dit aussi. Le chat pense comme moi, Trump, c'est du reconquête, hein. L'équivalent, en tout cas. En tout cas, tout ce que... Non, mais les mecs, non, quand même pas. Mais toi, t'es fou, toi. Mais les gars, quand Trump, avec son ICE, ICE, c'est la police de l'immigration, quand la ICE déporte des êtres humains dans les autres pays, mais Zemmour, il applaudit. Zemmour, il applaudit quand il regarde ça à la télé, les gars. Vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes fous. Oh non, toi, t'es un malade. Du côté de Zoran Mamdani, qui a gagné les primaires démocrates, justement en ramenant des jeunes et des abstentionnistes à la primaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que son concurrent qui a perdu se présente quand même à la mairie de New York. Preuve que les primaires sont vraiment une stratégie de défaite. Raphaël Glucksmann, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas incarner cette rupture avec Emmanuel Macron? Parce que je crois que dans ce que porte M. Glucksmann, et vous n'avez qu'à voir son programme, il y a sur les 30 mesures d'urgence qui étaient dans le programme du nouveau Front Populaire, 21 qui ne se trouvent plus. Par exemple, le fait de revenir à la retraite à 62 ans et à 60 ans. Par exemple, le fait d'abroger Parcoursup. Et on pourrait continuer longtemps. Nous en avons fait une analyse et nous en avons dit donc que M. Glucksmann était aujourd'hui un autre Macron possible et que nous voulons justement faire une rupture avec la politique qui est menée depuis des années. Un autre Macron possible. En quoi? Bah, je pense que lorsque vous enlevez les 3/4 des mesures d'urgence du nouveau Front Populaire, notamment le fait d'augmenter immédiatement le SMIC, etc.,
bien, vous êtes plutôt dans une gauche d'accompagnement et nous sommes plutôt une gauche de rupture. Il n'est pas assez commode pour vous, justement, que Raphaël Glucksmann mène cette candidature un peu social-démocrate. Après, je crois que c'est la démocratie. C'est la démocratie et que les électeurs et les électrices trancheront. Mais je le redis, il ne faut pas céder à la résignation. Ce que nous avons démontré dans les dernières années et que nous continuons de faire, c'est de montrer qu'un autre monde est toujours possible et que si tout le monde s'y met, nous pouvons les submerger dans les urnes, à la fois les macronistes et l'extrême droite, et gagner ce pays. Question assez rapide. Est-ce que vous croyez à Dominique de Villepin, dont on parle comme un éventuel candidat pour 2027, qui viendrait peut-être vous concurrencer dans les quartiers notamment? Est-ce que c'est la droite populaire? Ça vous fait sourire. Non, je ne crois pas qu'il viendrait nous concurrencer. On verra s'il est candidat. En tout cas, il en exprime le souhait. Moi, je veux redire que Dominique de Villepin est quelqu'un qui, je crois, nous a beaucoup aidé dans un moment où il y avait tellement peu de voix pour s'élever contre le génocide en cours en Palestine. Mais Dominique de Villepin est, comme vous l'avez dit très bien, un homme de droite qui ne propose rien de ce que nous proposons sur beaucoup des aspects. C'est celui qui a privatisé les autoroutes. C'est celui, bon, et on pourrait continuer longtemps. Donc, je crois que non, nous ne sommes pas du tout sur la même offre politique qui est faite au pays. D'après vous? Oui, bien sûr. Un homme de droite. Toujours un homme de droite. D'ailleurs, j'invite la droite à se rappeler un peu de ce que pouvait être la droite républicaine à un moment. Et je pense que ce sont des adversaires politiques qui nous conviennent mieux sur la teneur des arguments que d'autres qui ne cessent de courir après l'extrême droite, comme le fait M. Retailleau, M. Wauquiez et beaucoup d'autres. Les gars, je vais essayer de trouver un extrait. Il y avait une personnalité politique, enfin du monde média, qui avait dit une dinguerie. Je crois qu'elle avait dit Mélenchon, elle avait besoin des voyous de quartier pour se faire élire, un truc comme ça. Mais j'essaie de trouver l'extrait sur Twitter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, le chat, ou pas? Non, je crois que vous voyez pas ce que je veux dire. Je vais chercher l'extrait, attendez. Je vais essayer de trouver ça. Parce que vous voyez pas ce que je dis, je pense. Emmanuel Grégoire a été choisi cette semaine par les socialistes parisiens pour être le candidat des socialistes à la mairie de Paris lors des prochaines municipales. Est-ce qu'Emmanuel Grégoire est un partenaire ou un adversaire de la France insoumise? Je crois que ça sera un concurrent à l'élection municipale et que nous avons beaucoup d'autres choses à proposer que ce que propose Emmanuel Grégoire. C'était Consigny dans les grandes gueules. Non, c'était pas... C'est pas Consigny qui avait dit ça, c'était une femme 100%, les mecs. C'était une femme 100%. Bon, c'est permaban, les mecs, hein. Je vais commencer à permaban parce que c'est vrai que comme je suis en homepage de Twitch, on va avoir des cassos pas abonnés en plus, je le vois là. Exactement, Mélenchon fait tout pour avoir les votes des cassos et voyous. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour toi, les mecs de quartier sont forcément des cassos et des voyous? Eh, casse-toi, frère. Casse-toi. C'était Flora qui avait dit ça? Attendez, je vais voir si je peux trouver l'extrait. Faut que je recrute plus de modos quand il y a des trucs comme ça. Quand je suis en homepage, par exemple. La ligne du bilan qui a été celui de Madame Hidalgo. Lui a expliqué qu'il ne voulait pas s'allier donc à la France insoumise dans le cadre des élections municipales. Est-ce que l'inverse est vrai dans la perspective d'un second tour? Est-ce que pour battre Rachida Dati, par exemple? Je pense que du coup, à partir du moment où vous dites cela, tout a été tranché, puisque eux-mêmes ne veulent pas et que nous ne partageons pas le bilan de Madame Hidalgo à Paris. Donc à partir de là, je crois que encore une fois, c'est normal dans une démocratie qu'il puisse s'exprimer différents projets politiques et notamment un projet politique qui explique qu'il n'est pas normal que à Paris, on ait une ville aussi chère que cela, où les gens doivent partir ailleurs pour pouvoir vivre dignement. Certains soupçonnent Madame Chikirou de maintenir sa candidature dans une j'ai commencé plutôt le live avec Rachida Dati. Les deux s'entendent très bien. Pour, en gros, faciliter la victoire de Rachida Dati. Et donc, Elle est fille alliée de Rachida Dati? C'est Portelli qui a dit ça, je crois. Nous avons battu en début de semaine le projet de loi qui a été porté par Madame Rachida Dati sur l'audiovisuel. Ouais, putain, c'est elle. C'est elle. Attendez, parenthèse, vite fait. C'est une dinguerie ce qu'on a entendu hier. Un nombre de grandes villes qui est frappant quand on regarde les sondages, notamment dans un certain nombre de grandes villes, c'est que la France insoumise fait des scores dans les sondages importants. La question, excusez-moi, c'est pourquoi dire ça? Toulouse, non mais pardon, mais la question, c'est pourquoi dire ça? Parce que c'est quand même curieux en soi de se dire, bon bah écoutez, moi je vous offre moins de sécurité. Mais c'est tout simplement parce qu'ils font appel aux voyous pour les urnes. Enfin, c'est complètement dingue. Ils font appel aux voyous pour les urnes. Putain. Aïe. Les gars, je sais pas quoi dire. Oh non, je sais pas quoi dire. On appelle aux voyous pour les urnes. Enfin, c'est complètement dingue. On a affaire pour moi à un parti qui n'est plus républicain. On peut juste avoir... Et là encore, l'idée, c'est pas... Excusez-moi, la vidéosurveillance, maintenant, même les maires socialistes aujourd'hui mettent de la vidéosurveillance. On fait appel aux voyous. God damn. C'est mieux en mieux la politique française, les mecs. Hein. Les gars, ça va être de plus en plus violent. Vous allez voir, les gars. Là, pendant les municipales, présidentielles, ça va être de plus en plus violent.
Là, on est vraiment qu'au début de quelque chose, les gars. Et regardez la violence, rien que dans les débats quand ça parle d'islam. Rien que ça. Vous voyez bien que c'est violent. Eh ben, ce n'est que le début, je vous le dis. Hein. Ce n'est que le début. Public. Donc ce deal est tout à fait évident et comprendra tout le monde. Bon, un jour, il y aura un Nick ta mère qui va arriver vous présentez sur des projets BFM politiques TV. et ensuite les électeurs et les électrices tranchent. C'est ça une élection. Le problème après, c'est d'en respecter le résultat et c'est ce que n'a pas fait Emmanuel Macron. Et tout ce que nous vivons maintenant, lorsqu'on parle du budget, lorsqu'on parle du gouvernement, vient de ce déni démocratique qui a été fait il y a un an dans ce pays et qui, je crois, est extrêmement dommageable pour la démocratie. Mathilde, question courte réponse courte. Je vois ça réagit beaucoup ce matin dans les différentes émissions politiques suite aux propos notamment de François Bayrou cette semaine après le rapport notamment sur les violences dans les établissements scolaires et ce qui s'est passé à Betaram. Le rapport qui a mis en avant, je cite, un défaut d'action de François Bayrou. Lui, il dit manipulation politique. C'est absolument le contraire de ce que j'ai fait. Bah si, moi je veux d'abord saluer le travail. Dofla, est-ce que t'es musulman? Dofla, est-ce que t'es musulman? Ashadu anna lillah wa ashadu anna Muhammada. Razalou. Ça te va ou pas? Remarquable qui a été fait par Paul Vanier qui a gagné cette commission d'enquête, mais aussi par Violette Spielbout qui était la co-rapporteure Renaissance, qui a montré qu'il y avait à la fois une omerta et une défaillance systématique de l'État qui ont mis des générations et des générations d'enfants. Qu'est-ce que vous demandez? J'ai peut-être mal prononcé encore, non? Nous demandons à ce qu'il y ait un parjure, puisque M. Bayrou a menti 2 fois. Il a menti lorsqu'il... Il y a de la volonté, les mecs. Il y a de la volonté dans ce que je dis, quand même. Il y a de la volonté. Il a dit qu'il n'avait aucune connaissance des violences physiques, a fortiori de violences sexuelles. Quelqu'un peut traduire, s'il te plaît? Non, mais en gros, ça veut dire... je crois que c'est... J'atteste qu'il n'y a... Attends. J'atteste qu'il n'y a de divinité en dehors de Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Je crois que c'est ça. Avec Betaram, on savait qu'il savait depuis 1995 et 1998. Je suis pas noir. Et puis ensuite, il s'est parjuré lors de la commission d'enquête dans un système qui continue l'omerta. Mais quand même, pour que tout le monde réalise les défaillances dont on parle, il y a eu en 6 ans 12 contrôles sur les 7500 établissements sous contrat catholique. Et lorsqu'on parle du lycée Averroès musulman sous contrat, dont le contrat a été rompu, dont la justice a dit qu'il n'aurait pas dû être rompu, on parle de 14 contrôles en 2 ans. On voit bien là la discrimination et l'islamophobie qui se... Bon, je suis désolé, hein, on parle quand même de crimes sexuels sur des enfants, mais il faut dire les termes, les amis. Je pense sincèrement que qu'il faudra commencer à lâcher Betaram, les mecs. Hein. Je pense que là...